Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir, confrontation ultra excitante à l'Emirates Stadium face à Arsenal, d'autant plus excitante que le divertissement Saint-Germain a fait son retour dans l'avant-match avec le choix délibéré, calculé de Luis Enrique de se séparer purement et simplement d'Ousmane Dembélé pour le déplacement entier. Il n'est pas mis sur le banc demain ou en tribune, il reste à Paris. Il n'est pas dans le groupe. Et c'est tombé ce matin, bien sûr. Ça a été ultra surprenant. Ça va prendre une grande partie de cette vidéo. Mais avant, revenons sur cette confrontation face à Arsenal qui, moi, m'excite totalement parce que, alors, à défaut de juger le PSG de Luis Enrique parce qu'il est encore très tôt dans la saison, et demain, finalement, c'est qu'un match sur les 8 journées qui nous attendent sur cette phase de championnat, qui plus est à l'extérieur. On va pouvoir, selon moi, par contre, jauger cette équipe, ce qu'elle a dans le ventre, surtout face à un tel niveau d'adversité que je pense on n'a pas rencontré depuis la signature de Luis Enrique au PSG. Respect pour Dortmund, Barcelone, Real Sociedad et toutes les autres équipes auxquelles on s'est confronté jusque-là. Mais Arsenal, pour moi, est la meilleure équipe qu'on ait eu à affronter. Et c'est aussi le gratin européen. Je l'ai beaucoup dit dans les vidéos. La saison dernière, on a fait un gros parcours, mais il manque une confrontation, mais vraiment un choc des titans, affronter le top 3, top 4 européen. Et là, bon, on est servi dès demain et on le sera encore plus, je pense, quand on affrontera Manchester City. Typiquement, Manchester City, là, ce sera vraiment le summum. C'est le match que j'attends le plus. En plus, ce sera au Parc des Princes. Là, c'est vrai que demain, bon, on est à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, on est sûr de gagner un match. C'est celui des tribunes. Surtout à l'Emirates Stadium. L'année dernière, rappelez-vous, à Newcastle, on était tombé sur une ambiance nord de l'Angleterre, à célébrer des touches, dans un stade ultra hostile qui en plus retrouvait la Ligue des Champions depuis, je crois, 25 ans qu'il l'avait pas connu. Donc voilà, c'était quand même très très compliqué. Là, demain, on va pas se mentir, l'Emirates, c'est pas le stade qui fait le plus peur quand t'es joueur, et surtout 3200, je crois, un peu plus peut-être, supporters parisiens attendus dans le parcage visiteur. Normalement, on fait comme à Liverpool en 2018, septembre, quand on perd 3-2. Alors, j'espère que sur le terrain, le résultat sera différent. Mais normalement, on éteint les tribunes et il y a des vidéos qui font le tour des réseaux sociaux avec les ultra parisiens qui devraient gagner le match des tribunes. Mais il y a un autre match et c'est le plus important. C'est le rectangle vert, bien sûr, avec 3 points à la clé à aller chercher. Alors, il y a énormément d'enjeux. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est le fait qu'Arsenal, leur plus grande force, soit notre plus grande faiblesse, à savoir les coups de pied arrêtés défensifs, et plus particulièrement les corners, qui pour eux sont des pénaltys, avec notamment Gabriel, très fort. Alors là-dessus, il va falloir une animation, bien sûr. Il va falloir avoir travaillé ça en amont. Je vais peut-être un peu loin, mais je trouve les corners d'Arsenal pas surcotés, mais je trouve que le modèle n'est pas très viable, parce que quand tu regardes le match face à Manchester City, par exemple, il y a certaines situations où Ederson, le gardien de City, est complètement saucissonné, et on est sur une situation qui est limite illicite, illégale en fait. Et peut-être que les instances vont par la suite se saisir de ce problème. C'est un peu comme les temps d'arrêt pour les tireurs de pénalty. Rappelez-vous, il y a eu des textes qui ont été passés pour éviter ça, pour éviter les arrêts complets comme à l'époque le faisait, ça s'appelle la paradinha, ça je crois, en Brésil, en portugais brésilien, parce que c'est là-bas ce geste de s'arrêter. Mais bref, voilà, peut-être que les corners d'Arsenal vont inviter les plus hautes instances de ce sport à réfléchir un petit peu à ce qui serait de l'anti-jeu, quoi, parce que c'est vrai que des fois les duels sont joués de manière un peu illicite. Alors, Donnarumma, qui ne s'était pas vautré par terre sur la faute très claire de Benzema en 2022, pourrait peut-être demain se rattraper en se vautrant par terre dès qu'il a un joueur qui se met sur son chemin ou dès qu'il est quadrillé, saucissonné par les joueurs d'Arsenal. Je donne une petite bille à Donnarumma, mais bon, là, vous voyez que c'est limite peine perdue sur les corners. Ça va être très compliqué. Il va vraiment falloir ne pas en concéder, tout simplement. Après, Arsenal sont privés de leur capitaine
Joueur très créatif, Martin Odegaard bien évidemment, qui s'est blessé lors de la dernière trêve internationale. Et je trouve que dans leur animation offensive, ça se ressent. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est le métronome de cette équipe. Il y a des joueurs qui sont, bien sûr, très forts aussi. Hein. Par exemple, Saka face à Nuno Mendes. Vu ce que Nuno nous a montré dernièrement en Ligue des Champions face à Sancho, par exemple, ou Lamine Yamal, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur et j'espère que Nuno va vraiment enfin avoir une référence depuis son retour de blessure. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il n'en a pas vraiment. Du moins au PSG. Donc, il y a d'autres joueurs, mais c'est vrai que offensivement, ils sont peut-être un peu moins impressionnants. Par contre, la défense, pour moi, c'est le plus gros enjeu. Pour moi, le plus gros enjeu, en fait, demain, ça va être de marquer un but. De marquer un but. Alors, si en plus on ouvre le score, ce serait vraiment top. Mais, enfin voilà, se créer des occasions, mettre à mal cette organisation défensive. Déjà, en fait, c'est une ligne à 4 et quasiment les 4 joueurs, en fait, sont des défenseurs centraux à la base. Par exemple, Calafiori, qui est latéral gauche. À la base, voilà, c'est un central. Les défenseurs centraux sont très athlétiques. Voilà, Saliba, Gabriel, je présente pas. Et c'est vrai que c'est d'une solidité absolument énorme. Typiquement, s'ils ouvrent le score, je les vois bien, en fait, fermer boutique, nous laisser le ballon, voilà. Et eux, nous attendre en fait, limite. Alors ça, je parle, ils pourraient peut-être le faire à 0-0, mais j'y crois un peu moins. J'y crois un peu moins, ce serait un peu osé. Mais il y a un monde où on a quand même la possession, notamment en deuxième mi-temps, même si je pense qu'ils le font que s'ils ouvrent le score juste avant. Voilà. Et donc ça va être très difficile. Ils ont un gardien aussi, Raya. L'année dernière, ça n'allait pas de soi. Il y avait encore la concurrence avec Ramsdale. Mais là, alors il s'était un peu blessé au mois de septembre, Raya, je crois. Mais là, il est de retour. Et il sera titulaire. Et il surperforme. Enfin, les statistiques, c'est absolument aberrant. C'est un des meilleurs gardiens d'Europe sur ce début de saison. Il est ultra, ultra décisif. Déjà qu'on a des problèmes à cadrer. Si en plus, quand on cadre, on tombe sur un gardien qui fait des exploits, moi c'est vrai que c'est ce qui me fait limite le plus peur demain. C'est cette capacité à marquer. C'est pour ça que moi... Je suis désolé les gars, franchement l'avant-match déjà n'est pas très joyeux et surtout mon prono en fait demain 1-0-0 je prends en fait hein. 1-0-0 pour moi je prends ou alors le score, moi j'aimerais bien un partout avec un but de Kolo Muani, tu vois, un but de Kolo Muani pour dire, tu vois. Genre Luis Enrique a sorti Dembélé, Kolo, pas vraiment non, je retire, pas vraiment pour qu'on ait le discours Luis Enrique a bien fait de sortir Dembélé, mais pour que Kolo reprenne confiance, tu vois. Voilà, ou alors allez, un 2-1 avec Barcola qui double la mise un peu plus tard dans le match, mais ça me paraît quand même très compliqué d'imaginer le PSG mettre 2 buts, et sachant qu'on va en encaisser un, je pense, de manière quasi certaine, un 0-0 ou un 1-1, vraiment je prends, je prends vraiment. Alors, passons bien sûr à ce qui a fait notre journée. Je commencerai avec le Luis Enrique de l'année dernière, quand il dit en conférence de presse « N'écoutez pas ce que je dis, ne suivez pas mes paroles, mais plutôt mes actes. » Luis Enrique qui disait il y a 15 jours « Ah, moi, Dembélé, c'est le genre de joueur pour lequel je paye pour aller au stade. » Luis Enrique qui disait l'année dernière « Dembélé, c'est le joueur le plus déstabilisant de la planète. » Luis Enrique qui n'a jamais manqué une occasion de couvrir d'éloges Dembélé, et qui au final, aujourd'hui, pour un match très important, pas le plus important de la saison, mais très important, se prive de Dembélé. Complètement. Comme je disais en intro, c'est quand même assez fou. Alors, je vais vous le dire tout de suite, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'avis tranché. Il n'y aura pas d'avis tranché parce qu'on a trop peu d'éléments. C'est vrai que les journalistes se sont pas foulés. On a Fabrice Hawkins qui a sorti l'exclusivité comme quoi Dembélé n'était pas dans le groupe. Et ensuite, c'est Loïc Tanzi qui a dit que c'était pour raison disciplinaire qu'ils avaient eu une discussion un peu chaude vendredi soir après le match face à Rennes. On n'en sait pas plus. On ne sait pas si pendant la discussion, et on ne sait pas si en fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est si la teneur de la discussion est restée tactique ou s'il y a eu des attaques personnelles, du coup de la part de Dembélé, qui aurait manqué de respect à son entraîneur, machin, en l'insultant par exemple, je sais pas, ou un truc comme ça. Hein, mais on sait pas. Donc c'est vrai que là-dessus, je me prononcerai pas. Voilà. Alors on sait aussi qu'il y a Nasser qui soutient. On a Olivier Talaron qui est venu cet après-midi pour dire « Ah, Nasser, il soutient Luis Enrique. » Bon, super. Du côté de Dembélé, on n'a pas activé
contre-feu médiatique. Moussa Sissoko aurait pu faire filtrer quelques détails pour essayer de sauver un peu la mise de Dembélé qui passe quand même pour quelqu'un qui a transgressé les règles et manqué de respect à l'entraîneur. Bon, c'est pas encore ça, donc c'est très difficile de juger. Moi, ce que je peux dire quand même, c'est que bon, peu importe ce qui s'est passé, Dembélé est quand même un joueur important. Je l'aurais emmené avec le groupe, j'aurais mis sur le banc. Je fais une comparaison, pas avec les trucs Mbappé machin, parce que je trouve que c'est très difficile de comparer de situations. Par contre, Lucas Hernandez, quand il est sur le banc pour le match aller face à la Real Sociedad et qu'il lui préfère Beraldo, qui un mois avant était sous le soleil du Brésil, on le sait tous depuis que c'est parce que Lucas avait eu des manquements disciplinaires. Alors lui, c'est plus parce qu'il sortait dans Paris. Mais ce soir-là, il avait mis sur le banc. Et Lucas était rentré en deuxième mi-temps. Donc moi, bon, je serais parti sur ce scénario quoi qu'il arrive, plutôt que d'aller aussi loin en fait. Mais bon, après, ça ne vient pas de nulle part. Quand tu prends les images de la sortie de Dembélé pour Beraldo à la fin du match face à Gérone, Luis Enrique a l'air de le tenser quand il lui tape dans la main là, et après il le pousse avec sa main droite, il le pousse vers le banc, pas de manière paternelle. Hein, voilà. Déjà, il y a eu quelque chose là-dessus. Voilà. Après, contre Rennes, on sait que Luis Enrique a, de manière générale, été assez nerveux sur son banc. Il avait passé un savon à son équipe à la mi-temps et tout ça. On le savait, et donc visiblement ça s'est échauffé. Et puis, enfin, si on parle objectivement, ça fait plusieurs matchs que Dembélé ne respecte pas le jeu en fait. Hein. Ça fait plusieurs matchs où on doit mener beaucoup plus tôt. Alors des matchs qu'on gagne au final, Gérone, Rennes, mais dans lesquels on doit mener beaucoup plus tôt, et que si Dembélé marque du coup les occasions, ou du coup fait la passe sur des occasions où il prend le tir, et que du coup son partenaire marque, peut-être qu'à la fin, le match est plus tranquille. Tu peux faire tourner. En tant qu'entraîneur, c'est une question intéressante. Tu peux aussi avoir une addition plus salée pour l'adversaire. On sait que la différence de but sera importante en Ligue des Champions. Peut-être que gagner 2 ou 3-0, Gérone aurait été un peu mieux que ce 1-0. Mais c'est vrai qu'il y a des actions où Dembélé ne respecte pas le jeu. Et on en revient encore à la déclaration que je cite tout le temps, celle qu'il a fait après la Belgique. Et reprenez, 48 heures après, on fait une vidéo et je dis, cette déclaration, il n'a rien compris. Il a rien compris en disant qu'il va être plus personnel. C'est pas le problème. C'est pas un problème d'excès de générosité, de manque de personnalité. C'est juste une technique de frappe. Selon moi, c'est un problème de technique de frappe où mentalement se déconnecter des pieds sur les fins d'action. Mais pour moi, c'est pas une question de jauger entre générosité et la jouer perso en fait. Et c'est vrai que depuis cette déclaration, on se rend compte que Dembélé a pris le problème de sa finition, du mauvais côté en fait, vraiment, et travaille pas bien dessus, tout simplement, parce que c'est vrai que là, il est parti sur des excès d'individualisme qui sont assez peu compréhensibles. Donc voilà. Après, c'est vrai que si Dembélé a été irrespectueux, il y a eu des insultes, machin, qu'il soit hors du groupe, je pourrais comprendre. Mais par contre, si le débat en est resté à la tactique et que Dembélé a été sorti du groupe juste parce qu'il a tenu tête à son entraîneur en utilisant toujours des arguments tactiques, sans l'insulter ou sans avoir une attitude désinvolte, je sais pas quoi, là, je suis team Dembélé, clairement. Mais voilà, on n'a pas tous ces détails, donc on peut pas se prononcer. Maintenant se pose une question. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour l'équipe? La finition désastreuse de Dembélé quand il est là? Ou la perte de créativité quand il n'est pas là? Ça, bon, c'est une question limite philosophique en fait, voilà, sur ce que t'attends d'un joueur de ce calibre. Et ça rejoint une autre question, est-ce que Luis Enrique se prive de son meilleur joueur? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, et en fait je suis pas d'accord. C'est-à-dire que certes, Dembélé est ultra créatif, c'est un joueur que j'adore, hein, mais moi aussi je paye ma place pour aller le voir au stade, et Dembélé je l'adore, mais pour moi c'est pas notre meilleur joueur, parce que quand il est en position de frapper, il y a meilleur que lui. Et le but dans le foot, c'est de marquer des buts, tout simplement. Et le PSG, pour être encore plus précis, je trouve, est capable de se créer plein d'occasions
sans Dembélé. Je trouve pas qu'on soit ultra dépendant de la créativité de Dembélé. Voilà. Alors, c'est clair qu'on arrive à l'Emirates affaibli, hein, parce que voilà, le truc c'est que c'est pas tant l'absence de Dembélé qui nous affaiblit, c'est le fait que cet été déjà on n'est pas recruté, hein, et que du coup on en soit à titulariser des mecs. Alors si c'est Asensio, c'est un mec qui revient de blessure, qui aura aucun rythme. Quand on sait l'importance du rythme pour un joueur comme Asensio, voilà. Colomoni, qui revenait un petit peu, qui a été brisé dans son élan par le repositionnement en numéro 9 en plein match contre Reims et qui fait une entrée de terroriste vendredi face à Rennes. Donc voilà. Après, en fait, je vous parlais d'un match nul plutôt, et j'espère d'autant plus un match nul, parce que si on gagne, on dira « Oh là là, Luis Enrique, c'est un génie ». Il est trop fort, il met l'institution au-dessus de n'importe quel joueur. On aura ce genre d'analyse et je me vois pas écouter tous ces trucs bistrot-comptoir. Comme dans l'autre sens, si on perd, si on se prend une dérouillée, tous ceux qui vont dire ouais machin, Luis Enrique, il veut se donner de l'autorité, il fait le petit chef, alors qu'il n'est rien de tout ce qu'il prétend être. Il est pris à son propre jeu, il a trop d'ego, machin chouette. Mais typiquement, un Daniel Riolo, je vous la donne en 1000, que en fonction du résultat demain soir, ce sera un des deux avis qui sera diffusé sur les antennes d'RMC. Et c'est pour ça que, personnellement, dans cette histoire, pour que ça se termine bien, j'ai envie d'un match nul, pour qu'il n'y ait pas de gagnant. C'est-à-dire que match nul, bon voilà, je pense qu'on prend tous, on signe tous un match nul à l'Emirates face à Arsenal. Prendre un point face à eux, surtout comme ça, en tout début de championnat, on n'est pas dos au mur en plein mois de janvier à jouer notre qualification. Après, on va recevoir Eindhoven et l'Atlético. Donc voilà, c'est là par contre là-bas qu'il faudra prendre les 3 points sur les 2 prochains matchs. Mais réellement, ils sont beaucoup plus importants que le match de demain. Même si demain, il y a la dimension prestige, bien sûr. Donc voilà, match nul. Bon, on passe à autre chose. Alors que si on gagne, bon, peut-être que Dembélé sera tenté, que Luis Enrique sera tenté de sortir Dembélé du 11 pour les autres matchs, machin, de faire un délire un peu comme ça, un peu comme avec Mbappé l'année dernière, machin, puis surtout, voilà, l'ambiance médiatique. Donc voilà. Peut-être aussi que cette histoire va nous permettre de changer le pôle de créativité et enfin basculer à gauche. Avec Nuno, Barcola, João Neves, voilà, qui apporterait donc le danger. Typiquement, demain soir, je préfère me séparer de Dembélé que Barcola pour demain soir. Parce que Barcola, je sais que en ce moment, depuis le côté gauche, quand il est en position de frappe, il a un geste instinctif. Et voilà, et il a progressé. Et à la finition, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc vraiment, tout simplement, c'est ce que je me suis dit. Et puis aussi pour les entrées. Alors du coup, il y a Désiré Doué qui est là, qui est de retour dans le groupe, donc peut-être qu'il va rentrer. Il y a Mbaye aussi. Mbaye, peut-être que ça va permettre au jeune Mbaye de jouer à droite, parce que c'est vrai qu'il est rentré à gauche jusque-là. Alors, je crois que le côté gauche est le côté préférentiel d'Mbaye, mais en jeune, il a joué la plupart du temps à droite. Et c'est vrai que quand je le vois à gauche, avec les pros, je me dis, bon, je préférais le voir à droite où il y a beaucoup plus de mouvement, où il aurait beaucoup plus de repères, voilà, beaucoup plus d'espace aussi. Typiquement, voilà, je pense qu'avec Hakimi qui court partout autour de lui, machin, ce serait un peu plus facile quand même pour Mbaye que ce côté gauche qui est un peu amorphe par moment. Et enfin, je relativiserai l'absence. Déjà, je relativiserai l'absence de Dembélé. Comme je l'ai dit, le PSG se crée des occasions sans lui. Pour moi, c'est pas notre meilleur joueur. C'est le plus créatif, oui, mais pas notre meilleur joueur. Ce PSG, c'est justement la force du collectif. Ça, c'est une phrase un peu bateau, mais je trouve qu'elle colle parfaitement avec ce que je veux dire là. Et aussi, j'aimerais relativiser l'enjeu du match. Bien sûr, c'est un match prestigieux. Bien sûr qu'Arsenal, voilà, c'est un adversaire un peu neuf parce qu'on les a pas affrontés depuis 2016. Et puis surtout, à cette époque, c'était une équipe complètement différente, Arsenal. Mais déjà, la qualification, qui est le but ultime de cette phase de championnat, on va pas la jouer sur le match de demain. Et si on élargit, on joue pas la qualification sur nos gros matchs face au top européen, en fait. La qualification, on l'aura que si on prend les 3 points et qu'on joue sérieusement les matchs contre des équipes un peu plus petites. Et surtout les matchs à domicile. Importance des matchs à domicile pour moi dans ce championnat. Demain, on joue à l'extérieur. Voilà.
Donc vraiment, voilà, je pense que la qualification, ce sera là-dessus. On n'est plus dans le système de poule avec déjà les matchs aller-retour et où finir premier ou deuxième de ta poule avait énormément d'importance. Voilà. Là, Arsenal, on va pas les recroiser. Ils affrontent des adversaires qui sont complètement différents des nôtres. Donc c'est vrai que ce système de championnat me fait relativiser l'importance du match de demain. Là où ça m'embête, c'est que, bon, déjà, comme je l'ai dit, on peut se mesurer à un gros européen, et c'est dommage qu'on se prive d'un élément, qu'on mette pas toutes nos chances de notre côté. Et aussi, comptablement, c'est toujours mieux d'éviter qu'Arsenal prenne des points, quoi, tout simplement parce que ce sera potentiellement un concurrent direct au classement quand il faudra faire les comptes à la fin de ce championnat, et du coup, leur prendre des points demain, ça pourrait nous arranger plus tard, bien sûr, parce que les petites équipes, bon, c'est pas avec elles qu'on fera nos petits comptes au mois de janvier. Par contre, Arsenal, ça peut être une équipe où on va jouer par exemple à la différence de but ou au nombre de points. Et c'est vrai que s'ils prennent les 3 points contre nous demain sans Dembélé et que derrière, en janvier, on se retrouve 1 point derrière eux, typiquement, on pourra regretter. Bon, ensuite, passons quand même au 11. Voilà, cette équipe qui sera alignée demain. Bon, déjà, Donnarumma, je pense, qui était au repos contre Rennes, là, ça suffit. Safonov, là, Safonov, c'est très bizarre, hein, mais ça suffit. Hakimi, on va voir sans Dembélé. J'ai hâte. J'ai pas vraiment. En vrai, Hakimi, je vais pas vous mentir, avant les matchs de Ligue des Champions, j'ai pas vraiment confiance parce qu'à chaque fois, il y a un déchet technique qui est absolument aberrant chez lui. Mais bon, on va voir quand même. Marquinhos Pacho, que j'attends vraiment, vraiment. Ils ont fait un bon match encore contre Rennes vendredi. Pacho, pareil. J'attends la défense de la surface, de la profondeur. Avec ballon, il va falloir aussi de la personnalité, même si je pense que demain, le plan ne sera pas de se livrer. Je pense clairement que demain, on va avoir l'équipe en U et Luis Enrique qui demande à ses centraux de se passer la baballe et puis passer sur les côtés. Hein, en matière de personnalité, de ballon entre les lignes, je pense pas que Luis Enrique s'aventure trop. Mais d'ailleurs, même du côté d'Arteta, hein, moi je vois plutôt un match assez fermé demain. Comme je l'ai dit, 0-0, 1-1. Et s'il y a beaucoup de buts, pour moi on perd. Pour moi on perd parce que je ne vois pas marquer plus de buts qu'Arsenal. Et voilà, pour moi 0-0, 1-1, ouais, ça se joue. Mais voilà. Nuno, latéral gauche bien sûr, que j'attends énormément face à Saka, comme je le disais plus tôt. Lui, pour le coup, je vais le regarder comme il faut. Il va être sur le bloc-notes et dans le débrief, ce sera un des premiers sur lequel on s'arrêtera parce que vraiment, je l'attends au tournant. Vitinha, j'espère qu'il pourra tenir sa place. Je le mets numéro 6. João Neves a fait un bon match dans ce registre contre Rennes, mais c'était une équipe différente quand même. Vitinha, voilà. C'est lui qui a les repères à ce poste-là. C'est lui le métronome de l'équipe pour les relances et tout ça, surtout face à un pressing anglais. Je préfère avoir Vitinha plus bas. João Neves, je me demande s'il n'y a pas la première fois qu'il affronte une équipe anglaise, donc je le mets relayeur gauche. Ça va être un vrai test pour lui, du coup. Je préfère le mettre plus haut parce que comme c'est un joueur qui court beaucoup plus, voilà, je préfère lui dire, écoute, va chasser haut, parce que dans ce rôle de numéro 6 sur un match de Ligue des Champions, évidemment que tu peux pas te permettre de courir sur la largeur, sur la longueur, machin, être partout en même temps. Donc je mets João Neves devant Fabian Ruiz, ça c'est clair et net. Je mets Warren que j'attends beaucoup. Warren que j'attends beaucoup au poste de relayeur droit. Alors déjà je le mets pour la dimension athlétique, face au milieu d'Arsenal qui va avoir énormément de répondants, si ce n'est dicté le tempo. Moi j'ai bien aimé sa fin de match à Warren Zaïre-Emery contre Rennes. Il a gagné des duels défensifs, il a sorti les ballons proprement, et c'est vrai qu'il n'a pas sombré comme toute l'équipe. J'ai plutôt apprécié. Donc dans cette dimension-là, je suis plutôt rassuré pour gagner les duels, machin, le fait qu'il ait les pieds ancrés dans le sol et que ce soit quelqu'un de très tonique sur les appuis. Et surtout sans Dembélé. Sans Dembélé, il y a de l'enjeu pour Warren parce que quand Dembélé est là, Warren brille par ses capacités de compensation. C'est-à-dire qu'il va s'effacer. Il va laisser Hakimi Dembélé quand il y a le ballon, voilà. Et il va bien se placer pour, à la perte, enclencher le pressing tout de suite. Là, demain, comme il n'y a plus Dembélé, je vais attendre plus de Warren avec ballon. Donc, le fait qu'il le porte, qu'il fasse des percées, bien sûr. Aussi, sortie de pressing contre Rennes vendredi, je l'ai trouvé pas très bon. Il s'obstinait à vouloir garder le ballon et faire les sorties tout seul. Faut qu'il joue beaucoup plus simple. Faut qu'il aille à l'essentiel. Voilà. Parce que d'ailleurs, il prend un carton jaune
idiot vendredi là-dessus, parce qu'il garde le ballon et au final il se retrouve à le perdre, à se jeter, enfin faire un tacle bizarre et prendre un carton jaune. Donc voilà un peu les enjeux pour le match de Warren. Barcola, j'ai réfléchi à le mettre côté droit. Quand j'ai vu l'absence de Dembélé, je me suis dit pourquoi pas. Mais côté gauche, il repique dans l'axe, il a ce geste, l'enroulé, tu vois, pour marquer. Et je préfère le voir sur le côté gauche pour ce genre de match et de gestes surtout, parce que déjà qu'on a des difficultés à marquer, si en plus on met Barcola sur un côté où il est un peu moins instinctif dans le dernier geste, ça va être compliqué. Donc voilà, pas de fioriture là-dessus. Pour l'accompagner, Lee, faux numéro 9, Colomwani à droite. Le latéral gauche d'Arsenal est très athlétique. Calafiori 1m89, j'ai aucune envie de voir Lee se frotter à ce genre de Golgoth. Qui plus est, Lee, peu importe l'adversaire en face, ailier droit, c'est non, c'est vraiment non. Donc faux numéro 9, il décroche, machin. Colomwani à droite, c'est là aussi où j'en veux à Luis Enrique, c'est qu'il se permet, il enlève Dembélé du groupe, et au final, il va mettre Colomwani à droite à sa place. Alors que contre Reims, Colomwani fait un super début de match. Il y a Lee qui joue axial. Les deux d'ailleurs ont la plus grosse occasion de la première mi-temps avec le centre de Colomwani pour la frappe de Lee en pleine surface. Rappelez-vous, avec le super barret du gardien rémois. Et au final, il interchange les deux positions. Lee est pas bon ailier droit et Colomwani numéro 9 se perd complètement, perd confiance. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'avais pas du tout compris à ce moment-là. Et bien là, aujourd'hui, ça se concrétise complètement. Parce que du coup, les deux auraient pu travailler les repères, travailler la confiance. Parce que là, voilà, on se retrouve avec Lee un peu moins, parce que du coup, il a été titulaire contre Rennes et il a fait un bon match en faux neuf. Lui, il est en pleine confiance. Mais Colomwani, typiquement, si tu l'avais laissé ailier droit contre Reims, il faisait vraiment un bon début de match. Ça aurait peut-être fait quelque chose, une passe D, un but, je sais pas. Et au moins, ça l'aurait mis un peu plus en confiance que le reste de son match en numéro 9. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain soir pour le débrief. Ciao les amis.